Et je voudrais demander à premier orateur qui est apparu sur la vidéo, à Jacques Dehalus, qui est directeur général de la Sofico, de bien vouloir me rejoindre. Cher monsieur Dehalus, attention aux escaliers. Benoît Gilson, qui est General Manager Corporate and Public Affairs de Infrabel, s'il pouvait me rejoindre également. Prenez place, je vous en prie. Marc Derick, ou Derek, qui est directeur chez, on ne peut pas dire Deloitte, il faut dire Deloitte, paraît-il. Voilà, chez Deloitte. Et puis Laurent Ledoux, qui est président du comité de direction du SPF Mobilité et Transport, est annoncé. Attendez, on va faire un peu de place là, mais il nous rejoindra dès qu'il arrivera, puisque l'Union Wallonne des entreprises a posté un éclaireur près de l'entrée. Voilà. Donc, Laurent Ledoux, dès qu'il arrive, il monte sur scène. Jacques Dehalus. Nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois, nous avons déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois de mobilité. Vous avez dit une chose dans cette vidéo qui m'a frappé de prime abord. En Wallonie, pour nous, la route est aussi prioritaire que le transport fluvial. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Et c'est une chose qui existe depuis 1994, puisque le gouvernement wallon, quand il a créé la Sofico, a placé dans les compétences de la Sofico au même niveau tant les investissements fluviaux que les investissements routiers, comme on peut le voir, et je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous voyez le programme qui a été réalisé au niveau du dernier quinquennat, 400 millions quasiment pour la voie navigable et 500 millions pour l'entretien routier dans le cadre de ce que l'on appelle le plan route. Oui. Il est bien certain que dans ce cadre-là, chaque franc ou chaque euro, pourrait-on dire, oui, que l'on investit sur la route a toujours cette connotation pour nous, d'avoir les répercussions que ça pourrait avoir aussi sur la voie d'eau. Car le lien devient de plus en plus étroit dans les conditions que nous connaissons pour l'instant, pour créer en quelque sorte cette interface multimodale, en tout cas au niveau des compétences que nous exerçons au niveau de la région wallonne, entre la route et la voie d'eau. Oui, mais si j'ai bien compris, quand on voit la manière dont c'est présenté dans la vidéo, on a plutôt le sentiment que c'est concurrent, la voie d'eau et le camion. D'ailleurs, je pense que vous avez dit, une péniche qui est bien chargée, ça représente, je ne sais plus combien, mais plusieurs centaines de camions. Donc on peut remplacer l'un par l'autre. Vous avez plutôt l'air de dire que c'est complémentaire. Il est effectif que chaque mode de transport, que ce soit au niveau de la voie ferroviaire, que de la voie fluviale, ou que de la voie routière, a bien sûr ses acteurs économiques qui défendent bien évidemment leur intérêt. Mais je crois que ceux qui mettent à disposition l'infrastructure doivent toujours avoir ce souci de pouvoir créer l'interface entre les deux. Et je crois que là, nous devrons le faire sans tabou, entre les compétences autant régionales que fédérales, car il est bien certain que le lien, pour ce qui concerne la voie d'eau avec la route, concerne plutôt le transport logistique lourd. Mais il est bien certain que le vrac, comme on dit. Le vrac, comme on l'appelle, mais aussi le transport par conteneur, maintenant, qui devient de plus en plus en vue. Mais nous devons avoir aussi ce souci d'interface avec les autorités fédérales, et plus particulièrement la SNCB, qui, bien évidemment, est un partenaire quasiment obligé pour certaines problématiques très pointues, comme les entrées sur Bruxelles. Oui. Vous n'hésitez pas, bien sûr, tant Benoît Gilson que Marc Derek, à intervenir quand vous le souhaitez. J'ai oublié de le dire, mais vous intervenez évidemment quand vous souhaitez. Mais j'allais justement m'adresser à vous. Voilà, modalité conteneur. On n'est pas encore très habitué à ça. Conteneur sur les péniches, conteneur sur les camions, conteneur sur les wagons de chemin de fer. Là, c'est peut-être un peu plus courant. Je vais peut-être apporter de l'eau au moulin de M. Dehalus. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plus que jamais besoin d'une vision globale de la mobilité pour pouvoir en fait utiliser chaque moyen de transport là où il est fort. Tout le monde n'est pas fort partout. Et donc, c'est vrai que la voie fluviale, c'est plutôt la quantité.
mais un peu moins de rapidité sans doute. Le camion, il y a plutôt une volonté de proximité. Le camion peut aller partout, le train et la voie d'eau ne vont pas partout. Et le train, lui, c'est un bon compromis pour le transport de marchandises entre la rapidité et la distance. Donc on peut aller loin, faire des grandes quantités à une certaine vitesse. Et donc je crois que aussi bien pour le voyageur que pour le transport de marchandises, avoir une vision globale de mobilité, c'est important pour utiliser chaque moyen de transport là où il est fort. D'autant que chaque moyen de transport a également son propre modèle de coût. Et il y a des moyens de transport qui, mal utilisés, peuvent coûter très cher. Il y a des moyens de transport qui sont mal utilisés et qui peuvent coûter très cher. Mais ils coûtent toujours très cher, non? Mais un moyen de transport mal utilisé est d'autant plus cher, puisque, par exemple, pour ce qui relève du modèle ferroviaire, nous avons des moyens qui sont comptés, d'autant plus que la pression sur les finances publiques, vous n'ignorez pas qu'elle est très forte depuis quelques années. Et donc, utiliser un train vide, c'est quelque chose qui coûte très très cher à la collectivité. Donc nous devons veiller, nous, à positionner notre réseau sur des axes de développement très très forts, des axes socio-économiques très très forts. Parce que créer une ligne là où il n'y a aucune demande est un coût énorme pour la collectivité et finalement un gaspillage. Oui, le transport à vide coûte très cher. On en parlera dans un autre panel. Vous savez, les sociétés de distribution, par exemple, ont mis au point maintenant des techniques qui permettent de faire rouler pratiquement les camions toujours à plein. Benoît, j'ai encore une question pour vous. Comment gérer les demandes externes de nouvelles infrastructures ferroviaires? On peut très bien imaginer qu'on développe, je sais pas moi, une activité industrielle dans un endroit, et puis on dit, ben voilà, comment est-ce qu'on va soit écouler les produits, soit amener les matières premières? Comment gérez-vous les demandes externes de nouvelles structures? Les mauvaises langues vont dire, il n'y a pas de demande externe. Enfin bon, ça, j'imagine que c'est quand même le cas. Et puis surtout, comment est-ce que vous établissez les priorités? Puisque s'il y a une chose qui est rare aujourd'hui, c'est bien l'argent public. Tout à fait. En fait, des demandes externes, il y en a. Donc les mauvaises langues sont des vraies mauvaises langues. Parce que des demandes externes, il y en a. Pour le transport de voyageurs, il y en a beaucoup. Vous avez entendu parler du plan de transport sur lequel mon collègue de la SNCB reviendra sans doute tout à l'heure. Vous avez entendu parler du plan d'investissement aussi. Nous avons un plan d'investissement certes ambitieux, mais qui ne l'est pas assez selon les avis des uns et des autres. Donc des demandes, il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'il y en a moins de la part des entreprises depuis quelques temps, mais il y en a encore également, donc pour du transport de fret. Donc des demandes, il y en a, ça ce n'est pas le problème. Le problème, évidemment, peut-être davantage notre capacité ou notre incapacité à répondre à un certain nombre de demandes. On dit beaucoup de choses là-dessus. On dit que, par exemple, vous êtes complètement dépassé par cette demande. Il faut rester réaliste, à savoir que nous avons un réseau aujourd'hui qui existe, qui est utilisé, qui coûte cher, qui coûte d'ailleurs particulièrement cher pour le moment parce qu'on arrive dans une fin de cycle, dans toute une série de composants qui nécessitent un renouvellement lourd. Par exemple ? Et donc, par exemple, la voie et la caténaire, pour le moment, ont été construites et modernisées massivement de manière simultanée il y a 20, 30 ou 40 ans. Et donc maintenant, on a beaucoup de renouvellement à faire en peu de temps. Ouais. Et donc nous avons un pic de besoin d'investissement qui est énorme et qui, évidemment, ne laisse plus beaucoup de place à des projets nouveaux. Autre projet qui mange beaucoup de moyens, c'est la sécurisation du réseau belge. Donc le réseau belge avait pris un certain nombre de retards. On a vu que malheureusement, ça pouvait provoquer de gros dégâts. Personne n'a oublié les accidents que nous avons vécus assez douloureusement ces dernières années. Et donc il y a tout un rattrapage qui est en cours, mais qui mobilise aussi beaucoup de moyens. Donc il reste assez peu de moyens pour des projets nouveaux. Et lorsque moyens il y a pour ces projets nouveaux, il faut évidemment les prioriser. C'est pour ça que lors de la confection du plan d'investissement que nous sommes en train de discuter pour le moment avec l'État fédéral, nous avons essayé d'établir un certain nombre de priorités par rapport aux besoins réels de la société en Belgique. Et là encore, la philosophie, sans entrer dans les détails projet par projet, ce serait évidemment trop long, c'est d'utiliser le train là où il est fort. Et où le train est-il fort ? Eh bien, le train, il est fort dans le transport de masse à vitesse rapide entre grands centres. Et donc, transport de masse rapide entre grands centres. Le train, il est fort dans ce domaine-là. Et donc, en restant fidèle à cette philosophie-là, on arrive à prioriser les projets de manière pertinente. Vous donnez un exemple ? Les grandes villes, le RER, ça, ce sont des projets évidemment sur lesquels il y a une grande demande et un grand besoin. Et où là, on peut, en tant que chemin de fer, avoir un effet levier sur le développement socio-économique belge. Donc vous avez bien entendu ce que disait le professeur Thies et vous êtes tout à fait d'accord. Ce sont les grands centres, il faut les rejoindre, pouvoir les gagner et en sortir le plus rapidement possible. Nous en sommes convaincus, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis persuadé que mes collègues de la SNCB, avec lesquels nous parlons très souvent, sont également convaincus de ça. Maintenant, nous avons un travail de conviction à faire par rapport à des gens qui ont parfois d'autres demandes
je dirais, d'utiliser le train dans des endroits où il serait moins fort et moins pertinent. Bon, alors, j'ai encore une question pour vous, mais avant ça, puisque vous avez évoqué le sujet, l'argent, bon, et nous avons ici à notre disposition Marc Dereyck de Deloitte, qui est un spécialiste du financement des infrastructures. Alors là, tout le monde a la recette miracle, PPP. Et vous êtes PPP ? Bon, d'abord, comme le démontrent les intervenants, comme l'ont indiqué les intervenants dans le film, les besoins en investissement sont énormes et les besoins en financement sont vraiment très importants, que ce soit pour la mobilité urbaine, voire l'infrastructure ferroviaire ou fluviale et autres. Ils se chiffrent en centaines de millions, voire des milliards sur un horizon de 10 ans. Alors, ce qu'a dit Hugues Duchâteau, c'est que l'instauration d'un péage est une première source de financement. Donc non seulement ça envoie, je dirais, un signal aux usagers pour un meilleur usage des infrastructures existantes, mais c'est aussi une première source de financement qui peut ne pas être suffisante. On peut généraliser ça ? Alors, ce n'est pas généralisable, c'est certainement souhaitable dans des infrastructures qui sont saturées et qui en plus correspondent à des modes qui ont des effets externes importants en termes de pollution et autres, mais c'est certainement pas généralisable. Alors, comment financer, sinon, en dehors de ce mode-là ? Je dirais, pour faire caricatural d'abord, on peut soit endetter l'État. Je veux dire, comme on l'a fait de façon assez traditionnelle et conventionnelle, ce sont les investissements publics. On veut en répartir la charge et le faire payer via des taxes et on emprunte. Moody's, Fitch et Standard & Poor's vont pas être d'accord. Alors il y a 2 points. Non seulement il y a les agences de notation qui donnent un rating aux États et qui sont maintenant très importants. Et puis par ailleurs, vous avez des contraintes de discipline budgétaire imposées par l'Union européenne dans le cadre donc de la monnaie unique, etc., qui également donnent des barrières. Alors, du coup, la panacée serait le PPP, puisqu'on ne peut plus avoir de dette publique. Vous me laissez 5 secondes pour souhaiter la bienvenue à Laurent Ledoux qui entre en gare. Ouais. Bien. Alors, donc, puisqu'on ne peut plus endetter l'État, eh bien, demandons en privé de lever des dettes et l'État, plutôt que de rembourser une dette, va payer une redevance pour faire utiliser, mettre à disposition une infrastructure qui serait construite et entretenue par le privé. Ouais. Donc, ça c'est la présentation, je dirais, caricaturale de la problématique et de la mise en avant des PPP dans le contexte actuel. On essaye d'une façon ou d'une autre de desserrer une étreinte budgétaire imposée par l'Europe en faisant appel à privé, et du coup, les détracteurs diront, le privé, il emprunte à des conditions qui sont plus onéreuses que le public, donc on impose une charge plus importante pour nos enfants, simplement pour réaliser aujourd'hui des investissements publics. Oui. Donc ça, je dirais, c'est peut-être la pire approche et la pire manière d'envisager le PPP. La grosse différence, finalement, c'est que l'État, vis-à-vis de l'opérateur privé, lorsqu'il fait une réalisation conventionnelle et lorsqu'il fait un PPP, il a une toute autre relation contractuelle. Donc, pour prendre, je dirais, une métaphore, dans une réalisation conventionnelle, l'État, donc, il achète un actif, dont il a spécifié exactement les caractéristiques et les qualités. Dans le cas d'une PPP, il achète un service d'infrastructure sur une longue période. En gros, vous voulez pendre un cadre. Dans le premier cas, eh bien, vous spécifiez un piton à section carrée de 5 cm en acier inoxydable et vous l'achetez au moins 10 ans. Dans l'autre cas, vous allez payer un loyer mensuel tant que le cadre est en place, sachant que il pèse 3 kilos, il est dans un mur en béton et on est sur un territoire dans lequel le risque sismique est important.
Voilà. C'est très impressionnant. Et donc ouais. l'approche est totalement différente. Et là, on trouve une justification PPP, c'est que le partage de risques entre les deux partenaires est totalement différent. Dans le second cas, il y a un risque sur la performance et sur la fonction et le service rendu qui s'étend sur une très longue période. Il y a un risque sur l'exécution des travaux, il y a un risque sur l'entretien qui doit être assumé par le partenaire privé. Et il y a un risque sur le succès de l'opération, évidemment aussi. Ben, on le voit avec le Diabolo, c'est pas exactement ce qu'on avait imaginé. Vous souhaitez intervenir? Oui. Jacques Vergne. Peut-être pour compléter l'information de Oui. Marc, moi je crois que les outils qui sont à notre disposition se diversifient de plus en plus et chaque fois que nous avons un gros problème d'investissement, je crois que c'est chaque fois la préoccupation de faire un costume sur mesure de telle manière à ce que celui-ci soit bien approprié à l'investissement que l'on veut faire. Et souvent, la préparation de cet investissement dure plus longtemps que sa réalisation. Ça, c'est une chose qu'il faut faire. Il faut aussi avoir, me semble-t-il, quel que soit l'outil que l'on veut faire, avoir la préoccupation aussi d'avoir une logique de remboursement de l'endettement que l'on constitue. Il faut savoir que, par exemple, dans le cadre de la Sofico, tous les outils que nous avons mis en place, tunnel de Cointe, ascenseur de Strépy et autoroute A8 entre 1994 et 2000, eh bien aujourd'hui, il n'y a plus un euro de dette quasiment. Le tout sera remboursé en 2016. Cette logique-là est quelque chose qui doit faire partie des préoccupations, disons, vertueuses de tout investissement public, d'avoir cette préoccupation-là de remboursement de telle manière à ce que l'investissement devienne le plus productif et ses retombées autres, par ailleurs, une fois que l'investissement est remboursé. C'est ça, c'est clair. Laurent Ledoux, je voudrais profiter de votre présence. Je rappelle que vous êtes président du comité de direction du SPF Mobilité et Transport. Alors les problèmes de mobilité, ils sont complexes, je ne vous apprends rien. Et il n'y a pas de solution simple pour les régler, je ne vous apprends rien non plus. Mais on a quand même une question un peu embarrassante pour Laurent Ledoux. Laurent Ledoux, c'est le pouvoir fédéral. Ici, c'est Wallonie-Bruxelles. Alors comment est-ce qu'on peut démêler cet écheveau et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau fédéral, même si je sais que vous aimez beaucoup la Wallonie et Bruxelles, mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau fédéral pour que la mobilité devienne un facteur de croissance dans ces deux entités régionales? Écoutez, au niveau fédéral, je pense que ce que nous pouvons faire, c'est justement aider à ce que se développe une vision commune de la mobilité. Mais vous devez faire la même chose, évidemment, pour la Flandre. Hein? Quand je dis commune, c'est pour toutes les entités belges. On est bien d'accord. Voilà, je pense que c'est là qu'il faut commencer, parce que aujourd'hui, ce qui manque fondamentalement, c'est cette vision commune. C'est ce plan de mobilité qui pourrait s'articuler, qui pourrait être cohérent au niveau de toute la Belgique. Alors, on a lancé en fait récemment une étude qui est aujourd'hui menée par Roland Berger pour justement analyser la façon dont on pourrait y arriver. Je ne vous cache pas que c'est un travail difficile parce qu'il faut le faire sans heurter les sensibilités des uns et des autres. Comme c'est bien dit. Voilà. On avait commencé par dire il faut un plan fédéral et ça, franchement, c'était pas le bon terme. Non. Donc on s'est tout de suite ravisé et on a dit il faut un plan concerté et cohérent. Ce qui est beaucoup plus acceptable pour certains. Donc on chemine en ce sens-là. Je crois que c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que, évidemment, pour résoudre les problèmes de mobilité, il y a plusieurs axes qui sont les investissements en infrastructure. On vient d'en parler avec M. De Reyck et avec Jacques. Il y a bien sûr toutes les nouvelles technologies qui peuvent nous y aider, évidemment, pour optimaliser les infrastructures existantes. Puis il y a tout un travail, je pense, et qui doit être fait en particulier pour Bruxelles, de localisation des activités et de l'habitat, en tenant compte effectivement des besoins de mobilité. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à la façon dont on pourrait articuler, par exemple, toutes les voies, les trains qui traversent Bruxelles, mais de façon aussi à contribuer au développement même de Bruxelles. C'est parfois vu un peu comme un centre de passage. Tout le plan de transport actuel de la SNCB passe du nord au sud, d'est en ouest, dans toutes les par Bruxelles. Ça pose pas mal de problèmes en soi. Donc il faut probablement à long terme repenser les choses, mais ça implique de le faire aussi en prenant en compte les nécessités de développement de Bruxelles. On pourrait par exemple dans ce cadre-là
réfléchir à mieux utiliser certaines lignes qui aujourd'hui ne le sont pas suffisamment, hein, les lignes 26, 28 par exemple. On en parle beaucoup, évidemment. On en parle beaucoup, oui. Voilà. C'est un exemple. Mais pour tout cela, évidemment, il faut que l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire évidemment les régions, les acteurs tels que Infrabel, la SNCB, Tech, On va demander à Benoît Gilson de voilà, compléter tout de suite. Oui. Puissent parler et se mettre d'accord sur les priorités. Nous, ce que nous pouvons faire modestement au niveau fédéral, c'est de contribuer à ce dialogue. Et comment est-ce que vous pouvez concrètement contribuer à ce donc, dialogue ce à que part nous faisons... réunir les gens et essayer d'apaiser, d'éteindre les incendies qui naissent de multiples endroits. Oui, incendie, je ne sais pas, mais c'est en tout cas créer effectivement un espace où on va pouvoir avancer dans la définition de cette vision commune. C'est ça. Alors, Infrabel, bon, là, on a la vision. Vous l'avez dit vous-même, cette vision n'est pas complète, donc on ne peut que vous souhaiter d'y parvenir. Alors, concrètement, une fois que la vision elle est là, qu'est-ce qu'on fait ? On parle beaucoup de cette deuxième jonction à Bruxelles. On en parle énormément. On ne sait même pas où elle sera. Je voudrais revenir juste une seconde à ce qu'a dit Laurent. On est évidemment tout à fait d'accord avec lui. Et ce qui est assez fantastique sur cette... Oui, mais cette absence de vision, vous devez la gérer, vous. Oui, on doit la gérer, en effet, et elle pose des problèmes à tout le monde. Mais quand j'en parle avec mes collègues du TEC, de l'AIN ou de la STIB, ou de la SNCB, évidemment, tout le monde s'en plaint. Donc je veux dire, cette vision de mobilité, cette vision commune de mobilité, tout le monde la veut, mais elle ne se fait pas. Mais tout le monde la veut, tous les acteurs de la mobilité en veulent vraiment, et en veulent très très fort. Et donc, je pense que l'initiative qui a été prise par Laurent et ses équipes est tout à fait salutaire, et en tout cas, nous apporterons toute notre contribution. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Et en attendant, c'est vrai que cette absence de vision, ou ce manque de vision, parce qu'il y a quand même toute une série de collaborations, il y a quand même une succession de visions, il y a plusieurs visions qui parfois, voilà, qui ne sont pas articulées, mais qui parfois arrivent quand même à fonctionner ensemble. Je veux dire, il y a des collaborations déjà, et des collaborations fructueuses, mais qui n'ont pas peut-être une globalité suffisante. Ça, évidemment, ça pose des problèmes, ça rend les choses plus difficiles, et ça provoque un risque accru de perte de moyens, dans la mesure où certains modes de transport, j'en ai parlé tout à l'heure, pourraient être mal utilisés, pourraient se substituer à d'autres, et donc présenter un coût qui serait anormal par rapport à leur fonction et à leur impact réel. Donc voilà, avec une vision, on sera plus efficace, mais l'absence de vision ne nous empêche pas de faire quand même des choses. Oui. Pour revenir à la question de la remarque de Laurent Ledoux, tout passe par Bruxelles. Mais évidemment, ça a des conséquences gigantesques. Tout passe par Bruxelles, et une des principales raisons pour lesquelles tout passe par Bruxelles, c'est aussi parce que le client veut aller à Bruxelles. Je veux dire, c'est pas simplement la SNCB qui s'amuse à faire passer des trams par Bruxelles. Quand vous voulez. Voilà, bon, moi je n'ai pas je suis juste gestionnaire de l'infrastructure, donc j'ai pas le contact client, mais la SNCB, je vais me permettre de parler 2 secondes en leur nom, font des analyses des attentes des clients de manière très, très poussée. C'est des professionnels en cette matière, et ils identifient très clairement qu'il y a une attente d'aller de et vers Bruxelles, qui, pour le moment, est une attente qui dépasse presque toutes les autres attentes au niveau du trafic. Il suffit de voir le nombre de trains qu'il y a vers Bruxelles aux heures de pointe, et tous ces trains sont pleins. Donc là, il y a une attente qui est quand même... Vous donnez raison à Jacques Tisse, là. Oui, voilà, mais donc c'est une attente qui est quand même bien réelle et dont on doit évidemment tenir compte. Et dans le cadre de cette attente et un peu de la situation actuelle du réseau, nous avons constaté en effet un phénomène de saturation énorme au niveau de la traversée de Bruxelles. Saturation qui se manifeste de 2 manières. C'est que d'une part, il n'y a pas de place pour mettre plus de trains, et les trains sont pleins. Donc là, il y a vraiment une limitation très très forte. Et puis en plus, ça nuit à la qualité, puisque c'est tellement saturé que dès qu'il y a un train qui a un problème, ou un problème qui est issu du réseau et qui provoque des retards, le retard devient tout de suite un retard en cascade et déstructure l'ensemble du réseau, en fait. Donc c'est vraiment très 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 dommageable et très problématique. Et donc nous avons, au niveau d'Infrabel, commencé à étudier quelques années des possibilités de jonction alternative, je dirais. En clair, c'est une nouvelle infrastructure. En clair, c'est une nouvelle infrastructure, qui sera pas faisable dans l'immédiat. Les moyens ne sont pas là. Sans doute qu'il n'y a pas la maturité non plus au niveau du programme technique, il n'y a pas la maturité non plus au niveau de l'acceptation sociétale. Donc il y a tout un travail qui doit se faire pour que cette jonction soit également acceptée par les habitants et même appréciée par les habitants, qui en tirent un bénéfice aussi. Mais c'est clair que c'est un projet qui sera à un moment ou à un autre nécessaire pour Bruxelles, parce que quelles que soient les alternatives qu'on étudie, et on en étudie, quelles que soient les alternatives qu'on met en place, et on en met en place. Le contournement ? Oui, il y a des options de contournement, il y a des choses qui sont faites à cet égard, mais malheureusement, le client et les études qui sont faites au niveau du client ne montrent pas une satisfaction complète du client par rapport à un contournement.
Et donc, pour le moment, il y a encore beaucoup de clients qui, pour une raison ou pour une autre, souhaitent aller au centre de Bruxelles et aller aux gares qui sont desservies actuellement. Oui. Jacques Delis. Et voilà, ça c'est quelque chose dont on doit évidemment tenir compte. Jacques aussi. Delis et puis Laurent Ledoux. Oui. Mais je crois que ce que Laurent a dit est fondamental, autant que le représentant de la SNCV. Ce que l'on ne se rend pas compte ici en Belgique, c'est que nous sommes le point de concentration d'eurocorridors qui viennent du sud de l'Europe vers les ports de la mer du Nord. Et il se fait que Bruxelles est une des portes pour pouvoir y aboutir. Oui, Et parce c'est que vrai par la jonction passe ce qui vient d'Amsterdam, Bien vient de évidemment. France, vient d'Allemagne, etc. Tout à fait. Évidemment. Et comme le disait M. Duchâteau tout à l'heure, mais c'est une réalité, qu'il y a des points de concentration, de difficultés, le carrefour Léonard-Lay, les portes du Tervuren aussi. Et je crois que nous devons essayer d'y réfléchir. Je crois qu'il ne suffit pas d'y penser pour se dire il suffit de sauter au-dessus. Encore le faut-il. Discuter, bien évidemment, avec toutes les autorités concernées. Elles sont multiples, Laurent a eu l'occasion de le dire, mais quand même l'expérience nous montre sur l'autoroute A8 avec les 3 feux rouges qui se trouvent sur une autoroute, qu'il faut du temps. Il faut du temps et il faut de la patience. Alors dans l'entretemps, on ne doit pas rester les bras pendants. Et je crois qu'il faut réfléchir un petit peu, surtout aux entrées de Bruxelles, à savoir quelles sont les solutions. Alors bien évidemment, je crois que l'une des solutions sera certainement l'utilisation accrue du chemin de fer qui permet de passer à côté de l'autoroute en quelque sorte et d'entrer avec plus de fluidité dans le trafic. Mais je crois qu'il faut aussi que chaque acteur, me semble-t-il, doit aussi optimiser ses infrastructures. Et je crois qu'au niveau de la route, il y a encore des efforts à faire. Je crois que Laurent a bien décrit les défis technologiques et je crois que nous allons nous lancer au niveau de la région wallonne dans ce que l'on appelle un PPP de l'électromécanique, donc une formule que Marc a évoquée tout à l'heure, qui va essayer d'optimiser la gestion du trafic dans la mesure où on deviendra un peu plus directif en la matière. En annonçant, comme sur le ring de Paris ou le circulaire de Paris, les temps de parcours, par exemple, en améliorant bien évidemment l'utilisation d'une bande de circulation plutôt que d'une autre, c'est ce qu'on appelle la technique des bacs croix-flèches, et peut-être aussi en optimisant aussi d'autres formules. Mais je crois que au-delà des autoroutes intelligentes, je crois qu'il y a aussi sur la route des expériences que nous tentons de mener en région wallonne et qui sont extrêmement productives, et notamment le covoiturage est une formule qui doit être réfléchie et approfondie. Bien évidemment, c'est un comportement spontané, on voit beaucoup de covoiturage sur les ponts puisqu'il y a un accès d'un part et d'autre, et ça permet de fluidifier davantage le trafic. Le principal est de partir avec un nombre de voitures qui est moins importante à l'arrivée qu'au départ. Et je crois que nous développons, en collaboration aussi avec les provinces, les communes, des points de convergence pour le covoiturage quand nous ne les créons pas nous-mêmes au niveau des parkings. Au niveau des parkings ou des aires autoroutières aussi, nous pouvons développer beaucoup de choses, notamment la partie professionnelle qui pourrait être consacrée au temps durant lesquels il y a le moins de fluidité sur les routes. Et on ne sait peu qu'il y a des infrastructures au niveau des aires autoroutières qui permettent d'accueillir les professionnels. Par exemple, dans le parking d'Orival, il y a des salles de réunion qui sont peu utilisées encore. C'est ce que je disais tout à l'heure, le Smart Center sur une aire d'autoroute ou dans une gare. Alors, je crois qu'il y a aussi des efforts à faire sur les aires autoroutières. Nous développons, notamment au niveau de l'aire de Verlaine, de l'aire de Barchamp, une capacité qui a été quasiment dédoublée. Et je crois que nous voulons le faire en concertation étroite peut-être avec un des acteurs aussi de la mobilité qui n'utilise pas ses propres infrastructures, qui est la SROT et les TEC, dans la mesure où nous pourrions envisager, et je crois que c'était un petit peu l'une des conclusions des journées de réflexion préalables à ce colloque, aussi des points d'arrêt dans les aires autoroutières, voire de leur réserver certaines bandes de circulation, la bande d'arrêt d'urgence, comme cela existe entre Wavre et Bruxelles, et comme ça pourrait exister, et cela existera d'ailleurs entre Arlon et Luxembourg, parce qu'il n'y a pas que la problématique de Bruxelles qui se pose aussi. Et puis je pense aussi qu'il doit y avoir une réflexion, pour ce qui concerne la route,
pour faciliter les accès aux entreprises qui viennent se loger à proximité de la route. Bien évidemment, il y avait les acteurs prioritaires qui étaient les parcs d'activités que nous desservons, mais de plus en plus, il y a des activités qui se rapprochent de l'autoroute. Les hôpitaux se rapprochent des autoroutes, les aéroports sont à proximité de l'autoroute, et je crois que nous devons diversifier cette offre par des accès spécialisés, et les prochains seront notamment le Trilogy Port, dans lesquels nous allons mettre des points de connexion qui va essayer de fluidifier les trafics. Donc chacun, à notre niveau, nous avons quand même quelques outils en réserve qui nous permettront d'optimiser... Marc Derey, vous souhaitiez intervenir, et puis Laurent Ledoux, ce sera le mot de la fin. Il nous reste quelques minutes. Oui, pour revenir au PPP, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant, les marchés financiers ont évolué depuis 2008, où on avait vu qu'il y avait vraiment une difficulté de lever des financements privés à long terme. Or ici, c'est du financement à long terme dont on a besoin pour financer l'infrastructure. On renvoie ici des transactions récentes, et notamment une pour laquelle nous avons conseillé un soumissionnaire privé pour la réalisation de l'A11, donc un tronçon autoroutier en Flandre, où 600 millions ont pu être financés sous la forme d'émissions obligataires, quelque chose qui aurait été, je dirais, impensable il y a quelques années. Ouais. Et il en est de même pour les financements bancaires, où on arrive maintenant à des durées de 25 ans qui sont raisonnables, alors qu'elles n'étaient pas disponibles il y a quelques années. Oui, donc il y a un vent nouveau, là. Donc, d'une part, je dirais, le coût du financement et les caractéristiques du financement privé se prêtent maintenant mieux au PPP. Et puis, par ailleurs, comme j'ai indiqué, on a des systèmes de transport qui sont des systèmes très complexes, dans lesquels l'innovation a un rôle à jouer, et l'innovation et la compétence, elle est aussi et surtout dans le secteur privé. Donc les idées pour diminuer le coût d'investissement, et plus que le coût d'investissement, le coût sur le cycle de vie d'une infrastructure, puisqu'on va inciter, dans le cadre d'un PPP, les soumissionnaires à fournir une solution qui ne minimise pas le coût de l'investissement, mais le coût complet de l'infrastructure sur une très longue période, vont donner certainement et permettre d'identifier des gains et des épargnes de coûts importantes. Donc je dirais, on est plutôt dans une situation qui est favorable. C'est ça. Pour autant, comme Jacques Delalue l'a indiqué, tous les projets, c'est au cas par cas qu'on doit s'assurer que ces conditions et les caractéristiques du projet sont telles qu'effectivement la formule de PPP va permettre de réaliser des économies qui vont faire plus que compenser le surcoût du financement qui sera amené par le privé. Laurent Ledoux, le mot de la fin. Je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais en tout cas, je voulais un peu réagir à ce qui vient de se dire, en disant que quand on regarde le plan de transport actuel, il date de la Seconde Guerre mondiale, ou juste après. Et donc, le but, c'était d'amener tous les voyageurs, donc tous les travailleurs venant du fin fond de la Flandre ou du fin fond de la Wallonie, directement à Bruxelles Centrale, sans changer de train. Bon, quand on regarde un peu les autres pays, je crois qu'on est encore le seul à avoir ce type de modèle. Vous regardez Paris, par exemple, on s'arrête en gare du Nord et de là, on prend le métro. On n'aime pas les ruptures de charge en Belgique. On n'aime pas, mais justement, alors moi je suis d'accord avec Benoît qu'effectivement, le voyageur, a priori, ne peut peut-être pas l'aimer. Enfin, il faudra peut-être se rendre à l'évidence que le modèle que nous avons aujourd'hui, il n'est pas vraiment tenable. À moins alors d'investir 2 à 3 milliards dans une nouvelle jonction nord-sud. Personnellement, et ça reste à étudier, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure allocation de telle somme. Alors on pourrait peut-être l'allouer à d'autres choses. Quand j'entends par exemple Jacques parler des nouvelles technologies, il me semble qu'il y a là moyen de consacrer des sommes importantes qui vont avoir un impact beaucoup plus important, me semble-t-il, pour fluidifier la mobilité que des investissements dans le béton. Voilà, et ça c'est une première chose. La deuxième chose, et je voudrais vraiment insister là-dessus, quand je parlais de vision, etc., partager, c'est vraiment pas du pipeau, quoi. Ça peut paraître des grands mots, etc., il vaut mieux peut-être des choses bien concrètes. Je peux vous dire que il n'y a rien de plus concret. Quand vous savez qu'il y a encore pas si longtemps que ça, justement, Infrabel et la SNCB n'avaient pas la même définition de ce qu'est la ponctualité, vous pouvez comprendre pourquoi il y avait certains problèmes. À partir du moment comme maintenant, et ça, je dois dire qu'avec Luc Lallemand et Jo Cornu, on avance très très bien là-dedans, il y a une définition commune de ce qu'est la ponctualité, vous ne vous étonnerez pas que la ponctualité s'améliore. Elle est en train de s'améliorer
On peut l'a vu, s'améliorer, vous le voyez. C'est dans la presse, oui. Voilà, et puis ce sont plein d'autres petites choses. Autre exemple, quand le gouvernement flamand annonce qu'il veut élargir le ring du côté flamand, mais qu'il n'y a aucune concertation avec Bruxelles sur comment cet afflux plus important sur cette partie du ring va pouvoir rentrer dans Bruxelles, vous dites, mais on marche sur la tête, quoi. C'est pas possible de réfléchir comme ça. Donc, de là l'importance de la coordination de là fédérale, évidemment. l'importance de la coordination, effectivement. Donc, pour moi, c'est vraiment vous voyez, le b.a.-ba. Je prends encore, pour terminer, l'exemple du Diabolo, l'exemple du tunnel Schumann-Josaphat. Ça n'a pas de sens de s'engager dans de tels projets si on n'a pas d'abord, avec les opérateurs, véritablement établi la demande qu'il y aurait pour ce type de service, et si on allait, avec cela, véritablement pouvoir couvrir les coûts du projet. Bon, ça, je crois que c'est des choses qu'on doit apprendre à mieux faire. Vous êtes en train de dire que ça n'a pas été fait ? Je pense que ça n'a pas été suffisamment fait. Très bien, ben voilà, c'est une conclusion intéressante. Je vous remercie Laurent Ledoux, Jacques Dehalus, Benoît Gilson et Marc Dereg. Nous allons devoir nous séparer, hélas, et vous allez devoir regagner votre place. Nous allons passer au deuxième triangle. Merci pour vos interventions.